Je vous propose de passer à présent à la table ronde de ces rencontres de droit rural et j'accueille en distanciel mais sur nos écrans, j'accueille nos 4 participants à la table ronde. D'abord Claudine Fouchereau. Claudine Fouchereau, donc vous êtes, bonjour Claudine, vous êtes donc directrice du programme Agriculture et Sylviculture chez I4C, l'Institut de l'économie pour le climat, donc une association à but non lucratif, experte de l'économie et de la finance. Vous nous direz plus précisément en quoi I4C intervient dans l'accompagnement des acteurs de la décarbonation de leurs activités agricoles en particulier. Je vois également Philippe Ezel. Bonjour Philippe. Vous êtes chef d'entreprise agricole en Seine-et-Marne et vous avez des responsabilités syndicales puisque vous êtes secrétaire général de l'Association générale des producteurs de blé. Je sais que vous êtes aussi investi dans la coopérative Val-France et dans le mouvement coopératif. Nous reviendrons avec vous sur la méthode grande culture tout à l'heure dans la table ronde. Jean-Baptiste Dolé. Jean-Baptiste Dolé, vous êtes chef du service environnement de l'IDEL, l'Institut de l'élevage, et vous avez beaucoup œuvré depuis plusieurs années maintenant sur la mise en place d'abord d'un référentiel CAP2R permettant des diagnostics précis, puis ensuite l'accompagnement vers la méthode Carbone Agri. Nous y reviendrons et nous ferons un premier bilan de cette méthode. Et puis Éric Topan, nous n'avons pas oublié la forêt, qui est au cœur des enjeux de captation carbone. Éric Topan, vous êtes adjoint au directeur général de France Silva. France Silva, c'est, on peut dire, la marque ombrelle des activités de la Fédération des syndicats de forestiers privés. Alors, tous les 4, on va essayer d'entrer un peu plus dans le sujet du label bas carbone. Alors, je m'en excuse, il n'y a pas de financeurs autour de la table. J'espère qu'ils sont, certains d'entre eux sont parmi les participants. Nous sommes là plus en amont. Il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Donc nous avons fait le choix de s'intéresser plus précisément au déploiement des méthodes. Mais bien évidemment, on pourrait également, comme l'a fait Claudine récemment aussi avec un webinaire, on pourrait s'intéresser précisément à l'attraction des financeurs. Et d'ailleurs, nous y reviendrons puisque maintenant, Claudine, vous avez une mission plus particulière encore sur justement la question du financement des mesures. La première question, alors je vais m'adresser, si vous le voulez bien, à Claudine d'abord et puis ensuite à chacun d'entre vous en fonction de l'historicité, on va dire, des méthodes. Donc ce sera d'abord le bois, ensuite l'élevage et enfin les grandes cultures. Claudine, présentez-nous en quelques mots donc I4C et son implication dans l'accompagnement des acteurs agricoles et sylvicoles. Oui, alors bonjour à tous. Attendez, on a un petit souci de son, je pense qu'il va arriver. Quand c'est bon. Allez-y. C'est bon ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Attendez. Voilà. C'est bon? C'est bon. C'est bon, ok. Donc oui, je disais que c'est un think tank. J'ai un écho assez fort, je vais essayer de faire avec. Créé donc par la Caisse du Éco, qui travaille sur différents secteurs d'activité, dont les secteurs agri-forêt, et qui, avec plein d'acteurs, et notamment des secteurs agricoles et forestiers, a permis de construire le label bas carbone et d'accompagner en tout cas le ministère de la Transition écologique dans la création du label bas carbone. C'est issu en fait de réflexions au sein de clubs qu'on anime, le club Carbone Forêt Bois et club Climat Agriculture, où il y a un constat qui a été fait, c'est qu'il y avait un manque de cadre de certification carbone depuis 2012, alors que les acteurs de ces secteurs mettaient en place des pratiques d'atténuation et avaient besoin d'apporter des garanties et de certifier les efforts qui étaient faits.
et que de l'autre côté, il y avait de plus en plus de financeurs, d'entreprises qui voulaient financer des projets bas carbone, qui finançaient à l'international, mais qui auraient aimé pouvoir financer en France et ne pouvaient pas le faire faute de cadre de certification. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de créer le label bas carbone. Et peut-être juste en dire deux mots. Enfin, I4C jusque-là avait plutôt accompagné le développement méthodologique, donc la création du cahier des charges du label bas carbone qui donne les grandes règles sur comment définir le centre de référence, comment déterminer l'additionnalité des projets, comment gérer le risque de non-permanence, ce genre de choses, et puis accompagner aussi le développement des premières méthodes sectorielles dans le cadre du label bas carbone. Et peut-être juste dire deux mots du label, pas du tout d'un point de vue juridique parce que j'ai aucune compétence là-dessus, mais peut-être repréciser que c'est vraiment un cadre de certification carbone tourné projet. Et donc son seul objectif, c'est d'apporter des garanties sur la qualité des projets, sur le fait qu'il y a bien un impact environnemental des projets, que les réductions d'émissions soient additionnelles, etc. Et c'est pas un outil de compensation carbone, ça peut servir à ça, mais pas uniquement à ça. Et l'objectif, c'est avant tout d'apporter des garanties sur la qualité des projets, et surtout, ça encadre pas du tout le reporting ou la communication que peuvent faire les financeurs de ces projets. Donc une entreprise qui décide de compenser ses émissions, elle peut utiliser le label bas carbone, mais le label bas carbone n'encadre pas ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut faire, est-ce qu'elle a suffisamment réduit ses émissions avant de compenser. Il se focalise vraiment sur le volet projet, apporter des garanties sur le volet projet. Et peut-être l'autre point aussi en introduction sur le label bas carbone, un intérêt en tout cas de ce type d'outil, c'est que les pratiques en fait sont vraiment proposées, les méthodologies sont proposées par les acteurs des filières. Donc on peut proposer autant de méthodes qu'on veut, et c'est pas le ministère qui va imposer des pratiques sur l'ensemble du territoire. C'est vraiment les acteurs des filières qui proposent les solutions à mettre en œuvre, après dans le respect du cahier des charges du label bas carbone, et les méthodologies sont validées ou non en fonction de leur respect du cahier des charges, mais c'est vraiment une démarche bottom-up. Et le dernier point, c'est que donc ça s'appelle le label bas carbone, donc c'est effectivement quand même centré sur le carbone, et la métrique, c'est la tonne de CO2 équivalent. Donc on s'échange des crédits carbone, on s'échange des tonnes de CO2 évitées. Mais il y a, dans les méthodes qui sont développées, il y a quand même un grand intérêt qui est apporté au co-bénéfice. En tout cas, le label impose à minima qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur d'autres enjeux que le climat, et incite fortement, et ça sera peut-être les développements dans le cadre de l'amélioration continue des méthodes, insiste sur le fait d'évaluer les impacts sur les autres enjeux, comme la biodiversité, la qualité de l'eau, etc. quoi. Donc c'est pas, D'accord. c'est centré sur le carbone, mais ça ne prend pas en compte que l'enjeu du carbone, c'est pas forcément. Oui, disons que le carbone ne doit pas annihiler les autres, ou en tout cas entraîner doit être un enfin, les autres politiques sont en co-bénéfice de la captation carbone, de la politique carbone, mais en tout cas l'enjeu carbone ne doit pas effacer les autres enjeux, biodiversité et protection de l'environnement dans son ensemble. Ouais. Voire il y a un intérêt à valoriser les enjeux, et ça pourra se refléter sur le prix de la tonne de CO2, par exemple. Enfin, plus il y a de co-bénéfices, et plus ça peut avoir un impact sur le prix du carbone. Merci Claudine. Vous évoquez effectivement cette approche bottom-up très importante, c'est-à-dire que les acteurs sont totalement impliqués dans la création de la certification, en tout cas de la méthode, de la mise au point de la méthode, puis effectivement de la labellisation des projets qui sont déposés. Éric Topan, je vous donne la parole. Les propriétaires forestiers ont bien évidemment vu très tôt l'intérêt de s'engager dans la reconnaissance de la forêt comme puits de carbone, puisque c'est le puits de carbone le principal, j'allais dire terrestre, si on met de côté le CO2 bleu dans le CO2 vert. Enfin, vous allez peut-être me le confirmer. Et donc, j'imagine que les forestiers, très vite, ont essayé de s'organiser précisément pour mettre en valeur ces bénéfices en termes de puits de carbone que constitue la forêt. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? On vous entend, tout à fait. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation.
Et merci de m'avoir permis aussi de participer, puisque j'ai Je vous en beaucoup prie. appris ce matin. Je ne suis pas juriste, alors ça a été pour moi très enrichissant. Et en effet, les forestiers sont très engagés depuis de nombreuses années, depuis le début des années 2000, sur le sujet de la valorisation du carbone. Alors très tôt, on nous a dit que la forêt, c'était très bien, mais qu'on n'allait pas valoriser ce qui existe déjà. Et ça, on l'entend bien. Et donc, on s'est engagé dans des programmes de recherche scientifique avec notre partenaire qui est le Centre national de la propriété forestière. Et nous sommes arrivés au début des années 2010-2011 à être fondateurs, membres fondateurs du Club Carbone. Pourquoi? Parce que sans cadre scientifique rigoureux, sans méthodologie sérieuse, on ne peut pas valoriser réellement une action dédiée à la lutte contre le changement climatique par la séquestration du carbone en forêt. Euh, Rappelons que la forêt en France se porte bien. C'est déjà une bonne chose. C'est le fruit du travail des générations qui nous ont précédés. Elle a doublé de surface en un siècle. Certains de vos intervenants l'ont rappelé. C'est la 4e forêt de l'Europe, de l'Union européenne, et c'est la première forêt en termes de stock de bois sur pied. Donc tant mieux, des actions ont été réalisées par les propriétaires forestiers, publics, privés, avec un cadre réglementaire très fort, qui est le garant de la gestion durable. Tout n'est pas parfait, évidemment, partout dans toutes les forêts de France, mais cela dit, on a un ensemble de contrôle et une gestion qui, globalement, sur le territoire est vraiment durable. C'est en cela qu'on a une base sérieuse pour mettre en œuvre des actions spécifiques dédiées à la séquestration du carbone. Et on s'y est intéressé parce que l'arbre, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est le seul revenu issu de la forêt. Alors, on a évoqué les champignons, etc., mais globalement, il n'y a que le bois qui paye la gestion de la forêt. Alors que les autres services rendus par la forêt, ils sont connus, identifiés, l'amélioration de la qualité de l'eau, les paysages, etc. Il en est de même pour certaines pratiques agricoles. Eh bien, ces autres services ne sont pas valorisés. Ils sont reconnus, identifiés, mais non valorisés. C'est donc la raison pour laquelle, au moins sur le carbone, qui fait l'objet d'un marché depuis de nombreuses années, on s'est dit que les forestiers pouvaient faire valoir une rémunération bien utile à la gestion forestière, qui est, vous le savez bien, une gestion de très long terme et faiblement rémunératrice. Voilà un peu pourquoi nous sommes vraiment, nous avons à cœur de mettre en œuvre des pratiques sylvicoles dédiées à la gestion, à une séquestration additionnelle de carbone. Voilà, Encore une fois, c'est le point clé, c'est l'additionnalité. Hein. Tout à C'est fait, ça. tout à fait. C'est vraiment un élément essentiel, d'autant que sans ces actions dédiées, sans cette pratique vertueuse, donc sans la forêt, et c'est une gestion durable et volontaire de la forêt, ça a été dit par vos intervenants, mais c'est le GIEC qui le dit, sans la forêt, nous n'y arriverons pas, nous n'arriverons pas à l'objectif de neutralité. Et on a en France cette chance d'avoir une forêt qui se porte bien, qui peut mieux faire, qui doit contribuer, et on a en face des acteurs, des entreprises notamment, qui aimeraient beaucoup s'engager beaucoup plus en forêt française pour aller dans le sens d'une séquestration plus importante et mieux valorisée du carbone par la gestion forestière durable. Merci, Éric, pour cette première prise de parole. Je me tourne vers Jean-Baptiste Dolé. Vous êtes l'un des architectes de Carbone Agri. Revenons un petit peu en arrière. Il y a eu d'abord une belle aventure européenne, je crois, pour essayer justement de définir un référentiel il y a quelques années. Et puis ensuite est arrivée, j'allais dire, la stratégie bas carbone et sa déclinaison en label. Et donc vous vous êtes évidemment mis sur ce créneau pour essayer de proposer des financements privés à travers les crédits carbone aux éleveurs. Est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur la genèse, notamment du diagnostic CAP2R, s'il vous plaît? Ah, attendez. On manque Oui. du son. Le son, voilà, c'est parti. Bonjour à tous et à Merci. toutes.
Donc, effectivement, donc merci de me donner l'occasion de présenter un peu les démarches qui sont construites depuis plusieurs années dans les exploitations de polyculture élevage. En fait, cette problématique carbone, en fait, a été étudiée très précisément depuis les années 2010. Bon, les filières d'élevage sont assez pointées du doigt par rapport à leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre. On parle du méthane, on parle du protoxyde d'azote et du CO2. Et donc, il a été pour nous très important de comprendre dès les années 2010 quelles étaient ces émissions de gaz à effet de serre. Et vous avez, durant cette journée, abordé beaucoup la question du stockage de carbone. Et donc ça, c'est un élément qui nous semble essentiel également, puisque dans les systèmes de polyculture élevage, tels que nous les avons au niveau national, au niveau européen, associés essentiellement à la prairie, nous avons des stocks et du stockage additionnel de carbone également très important. Et donc, c'est pourquoi, en fait, nous avons, avec l'appui de l'INRA et des acteurs européens, développé une méthodologie qui nous permet aujourd'hui d'appréhender assez finement le fonctionnement des exploitations et leur empreinte carbone. Et donc, c'est pour cela qu'en fait, nous avons développé l'outil Cap2ER qui permet de faire cette comptabilité carbone précise de l'ensemble des postes d'émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone sur les exploitations, sachant que l'objectif a été, et ça a été évoqué tout à l'heure, de regarder par Claudine Fouchereau, de regarder cet aspect carbone, émissions de gaz à effet de serre, stockage de carbone, mais également l'ensemble des autres indicateurs environnementaux pour éviter les transferts d'impact. Et donc c'est pour ça que l'on regarde également la qualité de l'eau, les émissions d'ammoniac en lien avec la qualité de l'air, les consommations ou productions d'énergie que l'on peut avoir sur les exploitations agricoles, et puis également la contribution à la biodiversité. Donc ça, ce sont des éléments qui nous semblent essentiels au-delà du carbone et donc du contexte autour du label bas carbone. Et donc ces éléments ont effectivement été partagés au niveau européen avec plusieurs pays partenaires dans le cadre de gros programmes européens qui ont vraiment permis d'engager une dynamique nationale et européenne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble des filières se sont engagées avec un objectif assez ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% à échéance 2025, l'engagement des producteurs dans les démarches de progrès, et sont aujourd'hui en fait plus de 1000 personnes formées au niveau national et qui sont à même d'accompagner les producteurs dans ces démarches de progrès. Et nous avons, Donc grâce à ces d'établir des programmes, diagnostics, hein. tout à fait, voilà, des opérateurs aujourd'hui qui appartiennent à des organisations de producteurs, qui appartiennent à des entreprises de conseil en élevage, on parle des chambres d'agriculture, des contrôles laitiers, les coopératives, les industriels, par exemple les industriels laitiers ou la distribution, donc on peut citer Danone, Lactalis, McDonald's, etc., qui sont engagés autour de cette démarche et de cet outil. Et ça nous semble être un élément essentiel, c'est-à-dire qu'au niveau national, c'est une des réussites de ces programmes-là, c'est d'avoir une seule et même méthode d'évaluation environnementale lorsque l'on parle d'empreinte carbone, du lait, de la viande, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, ce sont 14 000 producteurs qui sont engagés dans ces démarches de progrès. Et donc, ce qui fait que grâce à ces programmes mis en œuvre depuis 7-8 ans, nous avons maintenant les bases sérieuses pour valoriser en fait la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour nous, le label bas carbone est arrivé vraiment au très bon moment, puisque donc, sa parution en 2018, et pour nous, a représenté pour nous une option très intéressante de valorisation, de certification et de valorisation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, réduction additionnelle, ça a été dit et redit aujourd'hui, ou stockage additionnel de carbone, bien évidemment. Et donc c'est pour cela que dès 2018, donc avec la collaboration de Claudine Fouchereau d'I4C, nous avons attaqué en fait la rédaction de la méthode Carbone Agri, de manière à pouvoir obtenir la certification du label bas carbone et de manière à pouvoir ensuite proposer des projets fidèles à cette méthodologie. Et donc la méthodologie Carbone Agri a été validée en septembre 2019. Elle couvre l'échelle de l'exploitation dans son ensemble, et ça c'est un élément pas seulement qui nous semble l'élevage, également, c'est-à-dire qu'on intègre également la l'élevage. partie production de céréales, Tout à fait, tout à fait. production C'est-à-dire végétale. que production végétale, voilà, c'est-à-dire que sur les exploitations de polyculture élevage, vous pouvez avoir un atelier d'élevage et un atelier de culture, mobilisé pour partie pour la production fourragère du troupeau, mais également destiné à la vente.
Et donc pour éviter des transferts d'impact entre les différents compartiments de l'exploitation, parce qu'on peut très bien améliorer une partie de l'exploitation au détriment de l'autre partie, De l'autre. il nous a semblé essentiel d'avoir une analyse globale à l'échelle de cette exploitation. Et donc aujourd'hui, sur les exploitations de polyculture élevage, dans la méthode Carbone Agri, nous pouvons mobiliser une quarantaine de pratiques bas carbone. Alors, une pratique ne permet pas de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Une pratique va permettre une réduction de 2, 3, 4%. Et donc, généralement, les producteurs mobilisent 2 ou 3 pratiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc en agissant sur le troupeau, sur la gestion des cultures, sur la gestion des prairies. On parlait à un moment ou à un autre d'agroforesterie, etc., de manière à réduire l'impact carbone Combien global de de pratiques l'exploitation. vous avez identifiées? Une quarantaine de pratiques qui figurent dans la méthodologie. Oui. D'accord. Et donc, parce qu'en fait, chaque cas est Et particulier. donc les agriculteurs font un bouquet de pratiques. On n'est pas obligé de faire les 40 pratiques, on en choisit quelques-unes. Tout à fait. Qu'on doit mettre en œuvre pendant 5 ans. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que la réalisation du diagnostic Cap2ER nous donne la photo existante, la référence, et les pratiques mises en œuvre sur cette exploitation, le système de production, le type de sol, le climat, etc. Et à chaque situation est particulière, et donc l'objectif, c'est que suite à cette photographie de l'existant, les conseillers spécialisés sont à même de proposer plusieurs pratiques parmi ce panel de pratiques qui sont aujourd'hui identifiées. Et donc généralement, ce sont 3 à 4 pratiques qui sont mobilisées sur les exploitations. Très bien. Donc ce qui fait qu'en fait, avec Cap2ER et Carbone Agri, on a aujourd'hui un dispositif opérationnel qui nous permet de rentrer dans le mécanisme de la valorisation financière des réductions d'émissions. On y viendra dans un second tour de table. Merci Jean-Baptiste. Je passe la parole à Philippe Ezel. Pour agrider le think tank de l'entreprise agricole, il nous fallait évidemment, on ne pouvait pas ne pas avoir d'agriculteurs pour cette journée, fut-elle juridique. On a vu aussi que nous avions des approches scientifiques ce matin, et il est important également d'entendre la voix des agriculteurs que vous représentez sur cette table ronde. Bonjour Philippe. Donc, avant même de vous donner la parole, si on peut me mettre du son, je n'ai pas le retour de Philippe Ezel. C'est bon? Parfait. On vous entend. Ah, très bien, merci. Bonjour à tous et à tous. Et donc j'ai déjà des questions sur carbone et grande culture, donc avant même que vous preniez la parole. Alors, Philippe, on va revenir aussi sur l'engagement des filières, des acteurs, donc des productions végétales, dans également l'élaboration d'un diagnostic et d'une méthode permettant d'être labellisé. Je crois que vous avez déposé une méthode auprès du ministère de la transition écologique. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Alors, oui, rapidement dit, merci Jean-Baptiste. Je vais peut-être, oui, effectivement, présenter là le point de vue de l'agriculteur, quelque part de grande culture. Jean-Baptiste Dolé a présenté le travail qui avait été fait par l'élevage depuis maintenant un bon moment. Juste resituer un petit peu nos challenges à nous en grande culture. Évidemment, le changement climatique, c'est quelque chose de très important. Ça nous concerne directement, puisque c'est un outil c'est notre outil de production quelque part, le climat aussi. Notre mission principale, elle est sans doute de nourrir nos concitoyens, et ça, c'est le facteur numéro 1. Peut-être un élément qu'il faut mettre en avant, puisque je sors d'une autre vidéo sur les marchés mondiaux. On opère sur des marchés internationaux mondialisés où on ne maîtrise pas économiquement, en tout cas, la fixation de nos prix. Donc, la compétitivité dans nos productions est forcément nécessaire. Et puis, cette problématique carbone qui vient, qui est de plus en plus prégnante et qui vient se rajouter. Et pour nous, c'est important de trouver dans ce nouveau challenge-là, au-delà des challenges environnementaux qu'on connaît déjà, une vraie synergie. Rappeler peut-être qu'on n'a pas la chance dans la stratégie nationale biocarbone pour le secteur agricole. On a un peu la malchance d'être compté comme simplement émetteur et non pas capteur. On rappelle quand même qu'un hectare de grande culture,
capte 7 fois quand il émet 1. Donc voilà, donc je pense qu'il y a possibilité, et c'était notre intention dans l'établissement de cette méthode label bas carbone, de trouver la bonne synergie pour pouvoir faire face à tous ces défis-là. Et donc dans la suite du travail des filières élevage notamment, bien un consortium d'acteurs des grandes cultures s'est mis en place pour présenter une méthode, comme on l'a déjà dit, comme Claudine Couchereau l'a déjà dit, qui doit être rigoureuse, fiable, avec des indicateurs pertinents, c'est très important, et puis aussi simple, finalement, s'il en est possible, puisque le succès en grande culture, hein, l'initiative 4 pour 1000 dont on a parlé au moment de la COP 21 en France, montre que les grandes cultures sont considérables, donc le succès ne peut arriver que si on a une vraie adhésion de tous les producteurs, et la méthode doit être donc pour cela la plus simple possible et la plus en synergie avec nos autres challenges. Hein. C'est pour ça qu'il nous a semblé important de prendre le taureau par les cornes et de proposer cette approche-là. Alors voilà, il y a eu quelques exemples de en quoi ça peut consister. Hein. Oui, j'ai des questions sur des exemples éventuellement, si vous pouvez nous éclairer sur des exemples de pratiques qui pourraient être mis en avant. Alors, très concrètement, il y a les deux aspects qu'on a déjà évoqués, qui ont déjà été évoqués, donc qui est l'aspect évitement et captation. Tout à fait. Dans l'évitement, la fertilisation, par exemple, azotée joue un très grand rôle. On sait en utilisant, on peut réduire nos émissions de N2E, en réduisant la volatilisation, en ajustant au mieux les doses d'engrais, en cadrant au mieux les pratiques par rapport aux conditions climatiques, pour un déclenchement d'apport de fumure azotée, par exemple. On peut imaginer utiliser des formes d'engrais plus performantes. Il y a des possibilités de ce qu'on appelle d'utiliser des inhibiteurs d'uréase, par exemple. On peut, en matière d'engrais organique, imaginer des formes, démocratiser ou intensifier l'enfouissement des apports, mieux prendre en compte tout ce qui tourne autour de l'organique, justement, puisque l'organique, par définition, se libère pas aussi mécaniquement, j'allais dire, ou automatiquement qu'une forme minérale. Donc il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Voilà. Après, il y a aussi une utilisation d'équipements, des techniques de systèmes culturaux qui peuvent être moins énergivores en termes de consommation de carburant, tout simplement. Donc il y a beaucoup de possibilités. Il faut simplement pouvoir bien trouver les bons indicateurs, bien quantifier toutes ces choses-là pour montrer effectivement que à partir d'une situation S, à un moment donné, on vient en amélioration et non pas en dégradation du bilan carbone. Merci beaucoup, Philippe. Je redonne la parole à Claudine. Claudine, donc les méthodes commencent à être, le process, le discours de la méthode, si vous me permettez, commence à être bien compris. Donc, vous me disiez en préparation de cette table ronde que vous vous penchez plus précisément maintenant sur les financements et le reporting. Donc, vous remontez un petit peu plus, j'allais dire, vers l'aval, vers l'aval du contrat, on va dire. Quels sont vos points, éventuellement, vos points d'action? On a beaucoup parlé quand même de cette problématique liée à l'absence de valorisation du crédit carbone. Donc, j'imagine que vous essayez de faire œuvre d'amélioration de ce point de vue-là, même si on sait très bien que dans le texte, de toute façon, aujourd'hui, le crédit carbone n'est ni cessible ni valorisable autrement, j'allais dire, que dans le reporting RSE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces questions, s'il vous plaît, dont dépend le succès quand même des démarches de progrès engagées? Il faut des financeurs. Oui,
C'est sûr, et c'est vrai que comme vous l'avez dit, on s'était quand même beaucoup concentré sur les outils méthodologiques jusque-là. Maintenant que c'est opérationnel, que les projets démarrent, il y a enfin, l'effort à faire est sur le volet et sur le volet financement. Et sur la question de la non-cessibilité des crédits de carbone, c'est quelque chose qui n'est pas forcément gravé dans le marbre, mais qui avait été pensé comme ça au démarrage parce que ça permet d'avoir un outil, un registre en fait moins lourd à construire, donc moins coûteux, et ça nous paraissait un peu surdimensionné, en tout cas au démarrage, Oui, de d'envisager devoir tout de suite tracer toutes les l'accessibilité. réductions d'émissions et l'accessibilité, avec des risques de fraude, de spéculation qu'il peut y avoir si le registre n'est pas suffisamment robuste. Voilà, donc ça nous paraissait en tout cas surdimensionné, et l'idée c'était de voir comment l'outil prenait avant d'envisager des développements possibles. Mais c'est quelque chose qui est pas figé et qui pourra évoluer. Et sur la question des financements, en soi, tout le monde peut financer ces projets, et on peut voir des financements privés ou publics en fait fléchés vers des projets bas carbone. Donc c'est pas uniquement les entreprises qui cherchent à compenser leurs émissions, mais historiquement, Les particuliers eux-mêmes c'est peuvent quand même être intéressés? les C'est particuliers possible? Demain, je pourraient. peux acheter des crédits carbone? Oui, c'est possible. Après, des petits montants, faut qu'il y ait un Des petits intermédiaire qui projets? se développe pour Non, mais, agréger, enfin surtout agréger ou un plein de pool? petits montants de financement vers un projet. Donc c'est un peu l'homologue de France Carbone Agrégation, mais plutôt en mode pas agrégation de projet, mais agrégation de plein de petits financements. Mais c'est quelque chose qui pourrait s'envisager. C'est peut-être déjà en train de se monter, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible, n'importe qui peut financer ces projets-là. Mais historiquement, c'est quand même plutôt des entreprises qui cherchent à compenser leurs émissions, qui ont un objectif de neutralité carbone et qui cherchent à acheter des crédits à hauteur de leurs émissions résiduelles. Euh, et la question que ça pose souvent, enfin une des questions que ça pose, c'est que ces entreprises-là, celles qui sont en tout cas très attachées au concept de compensation carbone, souvent sont frileuses à financer les projets au démarrage et préfèrent attendre qu'il y ait une certification, enfin que les projets soient audités par un tiers et que les crédits soient certifiés, validés, inscrits sur le registre avant de pouvoir financer. Comme ça, elles prennent aucun risque que le projet n'aboutisse pas et ne délivrent pas les crédits attendus. Ça ne veut pas dire qu'elles le font toutes, mais il y a cette problématique-là avec la compensation carbone. Et en fait, ça pose la problématique de temporalité du financement, quand intervient le Oui. financement et quand les financements sont prêts à financer le projet, et qui porte le risque si le financement arrive au démarrage du projet sans qu'on sache derrière quelles seront réellement les réductions d'émissions. Disons qu'il faut que, notamment, j'imagine, France Carbone Agri fasse ses preuves de la robustesse de la mise en place de des pratiques donc, des agriculteurs, pour peut-être qu'à un moment donné, il y ait une confiance qui s'établit entre le financeur et les agriculteurs, permettant donc peut-être de venir beaucoup plus vite que ça peut être le cas actuellement. Ça peut jouer. Après, j'imagine que la confiance est importante. La confiance est sûrement importante. Après, dans tous les cas, il y a toujours un risque que le projet délivre plus, d'ailleurs, ou moins que ce qui était anticipé pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, Claudine, vous l'intégrez, le risque que ça délivre moins. Hein. Je crois que vous mettez des abattements par rapport dans alors le... ça, c'est par rapport au risque de non-permanence. Par exemple, sur les projets forestiers, par exemple, il peut y avoir des risques d'incendie ou de tempête. Et ça, c'est pris en compte. Par contre, si un projet s'arrête pour une autre raison, c'est possible qu'un projet en fait s'arrête ou pour tout un tas de raisons délivre moins de crédits qu'anticipé. Oui. Et ça, c'est on l'a vu ce matin, c'est tous les risques juridiques liés à l'exploitation agricole, hein, le départ en retraite, la liquidation, enfin le redressement judiciaire ou la cession de l'entreprise agricole avec éventuellement un repreneur qui n'entendrait pas poursuivre l'engagement. Vous avez raison, ça reste des problèmes qu'il convient justement juridiquement de sécuriser pour que les financeurs soient certains qu'on aille au bout du projet. Il y a sûrement un aspect juridique à creuser pour sécuriser ça, mais il y a aussi d'autres leviers pour gérer ce risque.
et notamment, c'est peut-être là où les financements publics peuvent intervenir en cofinancement des financements privés et arriver en amont, en fait, là, sur les étapes qui ont du mal à se faire financer par le privé. Et un bon exemple, je trouve, qui est apparu récemment, c'est dans le cadre du plan de relance, la mesure Oui. Bon Diagnostic Climat du volet agricole, qui vient financer finalement les diagnostics et les plans d'action, qui sont les premières étapes des projets label bas carbone, qui va donner le scénario de référence finalement pour déterminer la réduction d'émissions derrière des projets. Et c'est en fait une étape qui est assez coûteuse. On a besoin des financements au début. C'est la première étape dans un projet. C'est assez coûteux et c'est pas forcément toujours facilement finançable par le privé qui a pas toujours l'envie de s'engager dès le début des projets et de prendre ce risque-là. Et donc cette complémentarité financement privé-public peut vraiment être un levier pour résoudre ce problème de temporalité. Et tout le monde est gagnant quelque part, parce que l'État met des financements pour financer des diagnostics et des plans d'action. Et quelque part, il y a une sécurité derrière que ce n'est pas des financements qui auront juste pour plaisir de financer des diagnostics, mais il y a une incitation derrière à mettre en place réellement les pratiques pour pouvoir accéder à des financements privés. Oui, donc, on le rappelle, c'est 10 millions d'euros dans le plan de relance pour faire des diagnostics, notamment pour les jeunes agriculteurs. Le diagnostic est totalement pris en compte dans le cadre du plan de relance. Je crois que c'est, alors je sais plus si c'est à 100%, mais en tout cas, ça doit pas être très élevé. Ça, si c'est pas ça, mais je crois que c'est 100%. Et c'est que 10 millions, c'est que pour les jeunes agriculteurs, mais c'est, je pense, le type d'exemple de cofinancement privé-public à chercher, qui peut notamment résoudre ce problème de temporalité du financement qu'on peut avoir parfois. Claudine, de mémoire, il y a aussi une condition, c'est que le financement public d'une opération ne soit pas de plus de 50% de mémoire. Il y a, pour pouvoir considérer derrière délivrer des crédits carbone. Hein. C'est ce qu'il y a dans les méthodes forêt, où effectivement le seuil a été appliqué à 50%. Donc au-delà de 50%, on considère que le projet est plus additionnel et plus éligible au label bas carbone. D'accord. Justement, tournons-nous vers le critère d'additionnalité. D'accord, vers Eric Toppan pour justement évoquer cette question de l'organisation des méthodes. Vos méthodes d'ailleurs ont été revues, là j'ai vu, en novembre 2020. Donc c'est intéressant d'ailleurs sur le plan juridique, pour les juristes qui nous écoutent. Comment ça se passe, le renouvellement des méthodes ou l'amélioration, j'imagine, des trois méthodes qui avaient été mises en place? S'il y a déjà des contrats qui ont été réalisés sur la base de l'ancienne méthode, j'allais dire, les nouvelles pratiques ne s'appliquent qu'aux contrats futurs ou elles s'intègrent directement dans les contrats en cours? Alors, il y a eu un très gros travail de fait sur les méthodes, je tiens à le souligner. Je rappelle juste, mais ça a été évoqué par l'intervenant précédent à la table ronde, on parle de balivage, on parle de boisement et on parle de reconstitution. Le principal enjeu, c'est la reconstitution. L'enjeu de boisement de terres agricoles, c'est pas un sujet d'actualité, c'est pas un enjeu fort, loin de là. Il y a beaucoup à faire en forêt, dans la forêt existante. Et notamment dans un souci de reconstitution et d'adaptation de la forêt au changement climatique pour que son rôle d'atténuation soit renforcé, pour que ce premier puits de carbone terrestre qui capte 17% des émissions nationales de gaz à effet de serre continue vraiment de jouer son rôle. Il faut aussi reconstituer la forêt avec des techniques forestières qui captent plus de CO2. C'est ça qu'on va valoriser dans le cadre du label bas carbone. Les méthodes ont été revues. Une deuxième version des méthodes a été effectivement publiée grâce à un travail important, notamment du Centre national de la propriété forestière, en lien avec nous, France Silva. Une troisième version des méthodes est en cours là, dans les prochains mois. On est vraiment sur la technique. Donc, pour ce qui est des contrats, il n'y a pas de rétroactivité. Les prochains contrats s'appliqueront sur la deuxième version des méthodes et ceux qui arriveront en fin d'année, si la troisième version des méthodes est publiée, eh bien, s'appliqueront sur cette troisième version. On travaille aussi sur une nouvelle méthode dédiée
à la forêt méditerranéenne, aux enjeux autour de l'augmentation de la séquestration de carbone par les forêts méditerranéennes, par une gestion plus dynamique, on peut réduire l'impact incendie, etc. Je ne m'étendrai pas sur ces aspects méthodes et techniques. Où on en est aujourd'hui, on est à peu près à une centaine de milliers de tonnes de CO2 séquestrées par des actions labellisées bas carbone déposées auprès du ministère de la Transition 500 hectares, hein, on évoquait en préparation. 500 hectares, une centaine de projets, plusieurs milliers d'hectares en préparation. Donc il y a une vraie dynamique qui est engagée grâce au cadre rigoureux du label. Mais si on s'arrête un instant, qu'on reprend les chiffres, 500 hectares, une centaine de projets, une centaine de milliers de tonnes de CO2, on n'est pas du tout dans l'enjeu du moment. Moi, les cartes de ce matin, présentées par le second intervenant, sur la météo du futur, m'ont fait chaud plus que froid. Donc, il y a quand même plus à faire, mieux à faire. D'autant que la nature, horreur du vide, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le marché aussi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un cadre très rigoureux, basé sur des méthodes scientifiques, analysées, contrôlées, vérifiées, auditées, qui existent, c'est celui du label bas carbone. Mais beaucoup d'autres actions de compensation se font sans le label bas carbone, avec des entreprises qui se targuent de neutralité, toutes plus neutres les unes que les autres. C'est ainsi, c'est très bien. Mais faisons en sorte que nous arrivions à drainer plus d'entreprises, à amener plus d'entreprises vers le label bas carbone. Elles s'y intéressent. Nous avons énormément de contacts, de partenariats. Nous avons des partenariats très concrets. Certains sont en projet et vont sortir cette année en 2021. Mais lorsqu'elles regardent de plus près le label bas carbone, elles se disent que le ni transmissible, ni cessible, ça a été dit à de nombreuses reprises, c'est quand même un frein, sans même parler du fait qu'une entreprise qui aujourd'hui finance les 500 hectares dont on parlait tout à l'heure pour ce qui est de la partie forestière, elle ne reçoit rien, même pas une attestation à faire valoir, un document, quelque chose qu'elle puisse mettre en avant. Donc on discute avec plutôt les parties RSE des entreprises, mais dès lors qu'on s'adresse à la direction financière, lorsqu'on travaille sur des enjeux plus importants, on travaille sur des programmes en milliers d'hectares, eh bien, ils se disent, OK, au final, c'est une dépense. C'est pas un actif. Et en plus, j'ai rien en retour. Alors, libre à moi de communiquer, évidemment, mais il faut qu'on aille un peu plus loin. Ce label est une très, très bonne avancée. Encore une fois, il est basé sur des méthodes scientifiques, solides, partagées, publiées, révisées, etc. Donc, il faut un peu de volonté politique maintenant pour faire de ce label un véritable outil de la lutte contre le changement climatique, parce que c'est bien l'enjeu quand même. Oui, profitons-en. La tonne de carbone, combien ça coûte dans les labels, enfin dans les contrats label bas carbone, combien est valorisée la tonne de CO2 captée par la forêt, grosso modo, hein. En forêt, la fourchette est large. Hein. Si vous voyez comment pousse un peuplier, un résineux, un chêne, forcément, on est sur des capacités de prélèvement de carbone annuel qui sont assez variables. Donc, on a une fourchette assez large, mais disons qu'on est sur une moyenne, idéalement, pour bien intégrer aussi les co-bénéfices et pour faire des programmes qualitatifs. C'est important et qui prennent en compte l'entretien. Planter des arbres, c'est bien, mais c'est le début de l'histoire. Il faut gérer, il faut entretenir, il faut s'engager dans la durée. Sinon, les programmes qui disent j'ai planté des arbres, voilà, c'est pas très intéressant en soi. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, on est idéalement sur une trentaine d'euros la tonne. Ça, c'est des programmes. Voilà, c'est la moyenne des programmes qualitatifs. On sait faire à bien moins. La fourchette est large, je vous le disais. On sait faire à bien plus. Il y a un peu de tout. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en moyenne, on est quand même sur cette valeur-là. Alors, on reviendra, effectivement, vous pointez du doigt la problématique du changement d'échelle face aux enjeux du dérèglement climatique.
et des attentes que l'on peut avoir en matière forestière et aussi agricole. Je me retourne vers Jean-Baptiste Dolé. Effectivement, si on rentre dans des questions de chiffres, aujourd'hui, Carbone Agri, c'est combien d'exploitations engagées, c'est combien la tonne de CO2, comment vous organisez un petit peu, on a évoqué aussi un petit peu le schéma contractuel, si vous pouvez nous en dire 2 mots s'il vous plaît. Donc, concernant Carbone Agri, donc, qui est disponible depuis 14-15 mois hein, maintenant, hein, donc c'est tout récent. Hein, donc, même si les démarches bas carbone avaient été développées bien avant, Carbone Agri, c'est dans ses premiers mois d'existence, sa première année d'existence. Et donc aujourd'hui, Carbone Agri est une méthode publique que vous pouvez trouver sur le site du ministère de l'écologie, hein, avec tous ces détails méthodologiques. Donc on revient là sur la rigueur scientifique qui me semble essentielle vis-à-vis des opérateurs et vis-à-vis des acheteurs de crédit carbone. Oui, c'est vraiment la marque de fabrique hein, de ce label et aussi de la transparence. Hein. On peut tout trouver sur la page dédiée au label bas carbone. C'est assez impressionnant. Oui, tout à fait, dans les moindres détails, avec tous les référentiels, etc. associés. Pour nous, c'est important effectivement d'avoir cette transparence méthodologique. Et puis, Emmanuel Audouin a intervenu ce matin du bureau Veritas par rapport à la certification. Donc ça, c'est un élément également qui nous semble très important pour la conduite des projets. D'avoir cet auditeur externe et de ne pas être jugé parti dans la conduite des projets qui vont être mis en œuvre, notamment au travers de France Carbone Agri Association. Donc ça, c'est un élément très important. Et il a très bien précisé en quoi consistait cette vérification des réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des projets qui sont conduits. Donc en vérifiant les pratiques, etc. Donc ça, c'est un élément important. Au-delà de la méthodologie, c'est cette vérification par un auditeur externe. Alors ensuite, par rapport au projet, donc effectivement, une méthodologie étant disponible, aujourd'hui, un producteur lambda pourrait solliciter la labellisation de son projet auprès du ministère de l'écologie. Seulement, il y a un certain nombre d'étapes administratives, de labellisation, de dépôt auprès du ministère. On a parlé aussi de la certification. Il faut accompagner ce producteur dans les démarches de progrès. Il faut aussi ensuite avoir cette relation avec les acheteurs pour voir quels sont les acheteurs intéressés par les différents projets qui vont être mis en œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour de cette problématique label bas carbone et mise en œuvre de Carbone Agri. Et c'est pour ça qu'en fait les producteurs ont souhaité créer France Carbone Agri Association de manière à pouvoir assurer l'ingénierie de projet dans sa globalité et faciliter au maximum le déploiement et la mise en œuvre. Alors, aujourd'hui, France Carbone Agri Association a lancé de 2 projets. Donc un premier projet a été lancé, un appel à projet a été lancé début 2020. Et donc 300 producteurs ont répondu présents. Et donc, chez ces producteurs, nous avons réalisé les audits, les plans d'action, etc. Et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur ce panel de producteurs représente 136 000 tonnes. Donc, c'est un volume assez conséquent et une implication pour ce premier projet assez conséquente également. Et derrière ces 300 producteurs, ce sont 22 porteurs de projets. Donc des coopératives, des organisations de producteurs, des chambres d'agriculture, etc. Et ça nous semble très important d'avoir ces porteurs de projets qui vont, pendant les 5 ans, la mise en œuvre des pratiques, au-delà du diagnostic, accompagner les producteurs dans la réalisation des objectifs et peut-être à certains moments, on parle d'événements climatiques ou autres, à réviser le plan d'action qui sera mis en œuvre sur les exploitations. Donc voilà pour le premier projet, et donc un deuxième projet a été lancé fin 2020. Et donc là, nous sommes en train de notifier ce projet au ministère de l'écologie. Et finalement, nous sommes agréablement surpris puisque plus de 1000 producteurs, donc là nous sommes en train de finaliser les listes, mais plus de 1000 producteurs aujourd'hui ont déjà répondu. Et donc vous voyez le volume de CO2, autour des 400 000 tonnes de CO2 que ça va représenter au niveau national. Et ce qui est très intéressant également, c'est la capacité, en fait, en qualité de mandataire de France Carbone Agri Association, d'agréger des producteurs qui proviennent de l'ensemble du territoire national, avec des porteurs de projets répartis sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est un élément très important.
un effet masse très important. L'effet masse Et recherché. puis, voilà, c'est ça. Et donc, c'est aussi l'intérêt de cette approche collective, puisque un producteur à lui seul va réduire de 300-400 tonnes de CO2. Donc, vous imaginez la complexité administrative, contractuelle, on a parlé durant la journée, hein, des contrats, etc., à gérer. Et donc, la facilité qu'apporte une agrégation au titre de France Carbone Agri, mais ça peut tout à fait être une autre structure, et pour faciliter cette mise en œuvre. Alors après, par rapport au prix du carbone, donc il y a un certain nombre de pratiques qui sont à coût négatif et qui sont en lien avec l'amélioration de l'efficience des systèmes de production. Néanmoins, ces pratiques ne se mettent pas en œuvre sur les exploitations parce qu'elles sont associées à un risque de mise en œuvre, parce que ça n'est pas dans les habitudes, etc. Et donc, il y a un manque d'assurance, on va dire, des producteurs pour mettre en œuvre ces pratiques à coût négatif. Et après, il y a un certain nombre de pratiques qui vont avoir des coûts liés, des charges opérationnelles ou des investissements. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'en regardant à la fois les pratiques à coût négatif et les pratiques qui vont représenter des surcoûts pour les producteurs, nous avons envisagé d'appliquer un prix du carbone, un prix plancher, à 30 € la tonne de CO2. L'objectif, c'est qu'effectivement, on ait une rétribution qui soit non négligeable auprès du producteur pour lui permettre de franchir le pas et d'adopter ces pratiques vertueuses sur les exploitations. Donc ça, aujourd'hui, ça fait l'objet de contrats entre les producteurs et France Carbone Agri Association, donc notamment les 300 premiers producteurs et les 1000 producteurs qui vont arriver ensuite. Donc voilà, aujourd'hui, le prix qui est pratiqué. Alors, on parlait tout à l'heure d'accompagnement et d'outils financiers pour l'accompagnement des producteurs. France Carbone Agri Association attache une importance à justement cet accompagnement des producteurs pendant les 5 années du projet. La mise en œuvre de la méthode Carbone Agri, la mise en œuvre du label bas carbone ne se limite pas à un diagnostic en année 0 et puis on repasse en année 5. On n'aura pas le gain escompté, on n'obtiendra pas le gain escompté. C'est pour ça que l'accompagnement pendant la durée est très important. Et c'est pour cela que France Carbone Agri Association, en fait, attribue une compensation financière aux porteurs de projets à hauteur de 5 € la tonne de CO2. Et donc ça, c'est un élément important qui vient en complément, par exemple, on évoquait tout à l'heure le plan de relance et autres, pour faciliter la mise en œuvre des pratiques sur les exploitations. Donc voilà, qui paye le certificateur c'est de fait l'association France Carbone Agri, de fait, puisque c'est elle en fait qui mandate le certificateur pour chacun des projets qui vont être mis en œuvre. Donc le premier projet de 300 producteurs et le second projet, etc. Effectivement, donc c'est une certification par projet, au-delà de la certification de la méthode, qui elle est bien en amont et qui est certifiée par le ministère. D'accord. Et le paiement se fait de manière successive au cours des 5 ans ou j'imagine qu'on ne donne pas tout l'argent d'un coup à l'agriculteur? Alors, c'est un contrat, en parlant juridique, c'est un contrat à exécution successive? Oui, voilà, effectivement. Alors, c'est un contrat tripartite, et ça a été un élément très important pour nous, entre le producteur, le porteur de projet et France Carbone Agri Association. L'objectif, c'est que chacun soit responsabilisé dans l'atteinte des objectifs. Et donc, dans ce contrat, figurent les différentes modalités de mise en œuvre, etc. Donc, moi, je ne suis pas juriste, mais on a confié ces éléments-là à des spécialistes. Et donc, on va retrouver des éléments autour du prix, des volumes, etc., et des versements. Et donc, par rapport à votre question sur les versements, effectivement, on a un premier versement. Lorsqu'en fait, on réalise le diagnostic, on évalue le potentiel. Tout à l'heure, je parlais de 300 tonnes par ferme en moyenne. Et donc, on aura un premier versement en milieu de projet, donc entre l'année 2 et 3, qui correspond en fait à 40% du potentiel. Alors, ce versement ne sera pas systématique, c'est-à-dire qu'il sera basé sur une vérification de la mise en œuvre des pratiques sur lesquelles s'était engagé le producteur. Donc ça, c'est un élément important. Donc ça veut dire, donc c'est en lien avec cet accompagnement que j'évoquais tout à l'heure. Et ensuite, en fin de projet, après avoir réalisé un deuxième audit, un deuxième diagnostic CAP2ER, on va réellement vérifier la quantité de CO2 évitée. Et après la certification donc réalisée par Veritas, on pourra effectivement s'assurer que les quantités de CO2 ont été réduites sur ces exploitations-là et pourra intervenir le versement du solde.
Oui, donc correspondant on à voit cette bien en réduction. fait, ce n'est pas l'argent en fait des crédits carbone qui motive la démarche de mise en œuvre de pratiques. C'est un accompagnement en fait, c'est une aide au changement de pratique, mais en fait, j'imagine que pour le chef d'entreprise agricole, il a pris aussi la décision à un moment donné de modifier ses pratiques, et on va dire, on a là un apport d'argent privé qui va venir l'aider dans cet investissement. Tout à Mais Tout ce à n'est fait. pas le crédit carbone qui détermine la modification mode de production, par exemple. Non, 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 c'est une Non, mais incitation. d'accord. Voilà, Ça veut dire voilà, qu'il effectivement. faut peut-être aussi une rémunération, j'imagine, par le marché. Et là, je me tourne vers Philippe Ezel, si vous le voulez bien, Jean-Baptiste, parce que effectivement, on sait que bon, il y a la méthode, il y a le label bas carbone, mais bon, en grande culture, on a aussi d'autres approches de progrès, de certification également, à travers l'agriculture biologique, qui est un autre label. On a également la certification HVE, qui en est un, et qui va certainement demain également pouvoir permettre d'avoir accès à des aides publiques. Je pense en particulier à la politique agricole commune, dans le cadre de la réforme donc, qui devrait être votée normalement en 2021 avec une application en 2023. Comment vous voyez, vous, l'articulation, la complémentarité entre ces différents labels, certifications, Philippe? Oui, Jean-Baptiste, c'est effectivement une bonne question. Si je repars sur les chiffres que Jean-Baptiste Dole cite, 300 tonnes en moyenne par une ferme, par ferme sur 5 ans, c'est effectivement Ça fait une 9 000 euros, possibilité quoi. de mais C'est 9 000 pas euros grand-chose. divisé par 5, c'est pas ça qui va faire changer la stratégie d'un exploitant. Par contre, effectivement, ça peut l'aider à mettre le pied à l'étrier. Donc, il faut voir comment cet accès au marché du carbone finalement peut venir compléter d'autres démarches. Alors qu'il est effectivement, on est en pleine négociation PAC en ce moment, donc il y a l'aspect PAC, mais sur l'aspect PAC, il est clair que pour nous, en tout cas, sans vouloir changer de sujet, on parle beaucoup d'éco-schéma, etc. dans le premier pilier. Il est clair que le carbone ne peut pas être quelque chose qui vient être partie prenante dans ces futurs éco-schémas, parce que sur la PAC, on est sur un budget finalement qui est en baisse, avec des demandes qui sont plus importantes. Donc il faut effectivement que les ressources financières euh, viennent d'ailleurs. Ça peut être le marché à partir du moment où où les clients sont intéressés pour rémunérer l'aspect vertueux de telle ou telle démarche. Donc une labellisation haute valeur environnementale, pourquoi pas, avec un cahier des charges précis qui stipule un certain nombre d'éléments qui ont trait au carbone, soit à l'économie d'émissions, soit à l'économie soit à l'atténuation, soit à la captation, bien sûr, des pratiques qui favorisent la captation, mais qui doivent être justement, c'est là qu'il faut bien faire la différence entre ce qui doit être rémunéré par un marché crédit carbone qui est pour l'instant relativement limité Oui. dans son ampleur économique, et ce qui peut être limité autrement. Alors attention à la certification, parce que les certifications sont des démarches intéressantes parce qu'elles couvrent un certain nombre d'items, mais elles ont des niveaux différents, et il faudra bien réfléchir à quel niveau de certification peut venir s'incrémenter la problématique carbone.
Philippe, j'en profite d'ores et déjà pour vous poser 2 questions qui nous arrivent sur le fil de questions sur Internet parce qu'elles elles sont connexes. J'ai la première. En grande culture, pourra-t-on mettre au crédit de l'agriculture tous les débouchés agricoles venant en substitution des ressources fossiles? Y avez-vous pensé dans le cadre donc notamment du label bas carbone? Donc, est-ce qu'un producteur donc de biocarburants en substitution des énergies fossiles n'est pas là dans une démarche donc d'évitement de tonnes de CO2 émises? Et l'autre connexe, peut-on généraliser la démarche oléose aux autres débouchés agricoles en substitution des ressources fossiles, bioéthanol, maïs, plastique, enfin voilà, c'est la même question hein, posée de manière différente. Oui, alors effectivement, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Tout dépend comment sont comptabilisés, quel secteur de l'économie comptabilise ou prend en compte, ou prend à son profit cette valeur-là. Eh bien, c'est un des enjeux effectivement, et c'est pour ça qu'il est important qu'on s'implique de plein pied dans ces schémas-là, parce que l'enjeu pour nous producteurs, c'est bien que la valeur qui est générée, la valeur carbone qui est générée par soit des biofuels par exemple, des biocarburants, ou bien vous citiez oléose, elles reviennent d'une certaine manière et en majorité, je dirais même au secteur agricole, elles soient comptabilisées en faveur du secteur agricole et donc qu'elles puissent générer une valorisation, alors que ce soit par du crédit carbone ou que ce soit par autre chose. Mais donc toutes ces initiatives-là, elles sont en dehors de ce qu'on parle aujourd'hui, qui est pour nous la méthode de label bas carbone, mais elles viennent en fait enrichir le panel des possibilités. Et puis que ce soit déjà reconnu par les pouvoirs publics, manifestement la Commission européenne sur le sujet des biocarburants a évolué. On voit bien on commence à prendre conscience quand même que les biocarburants devront compter dans le cadre donc de l'atteinte de la neutralité carbone de l'Europe. Et on ne pourra pas faire sans. C'est une aussi des nombreuses solutions au problème. Hein. On sait l'importance de la complémentarité des outils et des solutions. Merci Philippe. Claudine, je me penche à vous pour un dernier tour de table très rapide parce que le temps court. Merci Philippe. Sur, j'allais dire, le changement d'échelle, et passons du national à l'européen. Que peut-on attendre aujourd'hui au niveau européen d'une certification carbone? Est-ce que le label bas carbone français peut faire des émules? Est-ce que les représentants de la Commission en ont un peu parlé ce matin. Manifestement, effectivement, la robustesse du schéma du label bas carbone français intéresse. Où en sommes-nous dans ce cadre de certification européen? Alors là-dessus, j'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire que ce qui a été dit ce matin. Effectivement, la Commission a mis sur la table la création d'un cadre de certification carbone, et comme ça a été dit ce matin, l'objectif c'est qu'il soit opérationnel en 2023. Et là, les discussions sur le cadre méthodologique et la gouvernance et les sources de financement possibles pour ces projets, ça a été évoqué que c'était pas forcément adressé qu'au marché volontaire, qu'à des financements privés, que ça pourrait être plugué à la PAC par exemple, et ça a été aussi évoqué à l'idée d'un marché de conformité et de pluguer au marché européen d'échange de quotas, et donc avoir des financements réglementaires en fait, issus d'un marché réglementé pour ces projets de séquestration carbone. Donc là, c'est vraiment le début des discussions sur lesquelles ICATSE a prévu de s'investir, parce qu'effectivement, on voit 2 enjeux, nous, côté France. D'une part, c'est que l'expérience du label bas carbone en France serve les réflexions au niveau européen. On n'est pas les seuls à avoir mis en place un cadre de certification carbone domestique, mais il n'y en a pas tant que ça non plus en Europe, et il n'y en a pas tant que ça qui couvre le secteur agricole. Il y a beaucoup de cadres de certification
qui ont été créés au niveau européen, mais qui sont centrés sur le secteur forestier. Et il y en a peu finalement qui couvrent aussi le secteur agricole. Et on voit qu'au niveau européen, c'est un peu les mêmes questions qui se posent. Comment définir l'additionnalité, comment gérer le risque de permanence, comment gérer les problèmes de double compte. Et c'est des questions qu'on s'est déjà posées, auxquelles on a apporté des réponses qui valent ou qui valent pas, qui sont potentiellement à modifier. Mais en tout cas, il y a un objectif de faire profiter de l'expérience française pour ces discussions au niveau européen. Et l'autre objectif, c'est plus pour toutes les parties prenantes qui ont contribué au développement du label, qui ont mis des efforts pour développer des méthodes dans le cadre du label bas carbone. L'objectif, c'est que ce travail-là soit pas perdu en 2023 et qu'il y ait une compatibilité avec le cadre de certification carbone européen. Et notamment, ça va se jouer aussi sur les questions de gouvernance de ce futur outil et à quel point ça sera un cadre centralisé avec une méthode par secteur unique ou décentralisée avec la liberté d'avoir des méthodes ou des outils spécifiques pays par pays. Voilà. Mais pour l'instant, c'est des discussions qui sont en train de commencer et on ne peut pas forcément en dire beaucoup plus à ce stade-là. À ce stade. D'accord, merci Claudie. Je reviens, Éric Topan, sur ce que vous évoquiez, notamment effectivement la reconstitution du peuplement des parcelles forestières, qui nécessite également des coupes de bois. Et il y a une question qui est passée et je la complète. Est-ce qu'il n'y a pas, à travers, j'allais dire, la lutte contre le réchauffement climatique et donc la captation carbone, une manière également de réconcilier la société avec l'acte de coupe de bois? On sait qu'il y a des problèmes liés à ces coupes de bois, pour essayer de faire comprendre justement qu'une forêt qui est coupée régulièrement, c'est une forêt qui capte plus de carbone. Est-ce que c'est un outil également qui peut être un outil de communication envers le grand public pour lui faire prendre conscience de l'importance, j'allais dire, de gérer une forêt? Oui, tout à fait. C'est un enjeu majeur, très prégnant ces dernières années et qui nous interpelle beaucoup. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire collectif et dans les programmes encore enseignés à l'école, aux jeunes enfants, le puits de carbone qu'est la forêt, il faudrait, pour le mettre un peu sous cloche, pour qu'il joue pleinement son rôle. C'est faux. Il faut considérer la forêt comme une pompe à carbone. Et cette pompe fonctionne à partir du moment où elle est alimentée par de la reconstitution, des plantations, de la gestion, de l'irrégularisation, enfin une grande diversité de gestion. Mais il faut prélever le bois lorsqu'il est arrivé à maturité, le mettre en œuvre avec des usages de long terme, bien en cascade, comme on dit dans la filière forêt-bois, c'est-à-dire privilégier les usages de long terme en charpente, etc., pour les matériaux les plus nobles, réserver les menus produits pour la production de papier, de panneaux. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris la logique, et réinvestir, replanter, et ainsi capter plus encore de carbone. C'est la logique qui a prévalu aussi aux méthodologies forestières dans le cadre du label bas carbone, mais on a un vrai travail de pédagogie à faire. Couper du bois, ça fait du bien à la forêt. Couper du bois dans une forêt gérée durablement, bien entendu. Et en France, elle est gérée durablement. Et dans un cadre tel que le label, on peut prélever du bois, replanter, réinvestir en forêt. Et en plus, je terminerai là-dessus, sur le plan économique, c'est fondamental. Les coûts des travaux sylvicoles augmentent et les revenus forestiers sont assez aléatoires. Qui plus est, le changement climatique en forêt est bien visible. Les impacts sont là. Vous les avez également en agriculture, notamment avec la sécheresse. En forêt, c'est le cas. Les hivers doux génèrent des attaques d'insectes de plus en plus fortes. Et on a toutes les peines du monde à faire face et à lutter contre cela. Il faut investir, gérer, planter et accompagner la régénération naturelle. Enfin bref, il faut vraiment une dynamique de pompe à carbone.
Merci pour ce message fort. J'avais une question quand on parle de tonnes. J'avais une question pour vous. Le caractère privé des bénéficiaires de crédit carbone exclut-il l'ONF ou le domaine de Chambord? Bon, je ne sais pas qui peut répondre. Non, enfin, je peux répondre très librement. Je disais avec plaisir, et je rappelais que nous sommes membres fondateurs du Club Carbone Forêt-Bois, avec l'ONF. Donc, bien entendu, ça s'adresse à la forêt publique comme à la forêt privée. Il y a comment dire, des sites bas carbone en forêt publique, en forêt communale. On travaille main dans la main et il y a largement de quoi faire pour tout le monde. Les enjeux sont importants et les entreprises s'intéressent aux programmes forestiers, qu'ils soient publics et privés. Je vous remercie. Je ne pourrai malheureusement pas, compte tenu de l'heure, redonner la parole à Jean-Baptiste et Philippe. Peut-être quelques questions néanmoins qui pourraient vous permettre de rebondir. Quand on parle, alors là c'est peut-être pour Claudine, quand on parle de tonnes carbone rémunérées à 30 ou 40 euros, parle-t-on de carbone ou de gaz carbonique séquestré? Bon. Est-ce que cette question vous parle? Les crédits carbone, c'est des tonnes de CO2 équivalents. Et ça peut être à la fois des réductions d'émissions ou de la séquestration carbone, mais en tout cas, la métrique, c'est les tonnes de CO2 équivalents. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Je crois le temps est venu de clôturer cette table ronde. Je voulais vous remercier très chaleureusement tous les quatre pour votre participation, avoir pris le temps en amont d'échanger sur ces enjeux.